Nicolas Payette, kinésiologue. Bienvenue sur Dopamine Podcast. Merci de l'invitation. Yes, aujourd'hui, on revient à la base, Ouais. qu'est-ce qui est bien. Puis même si c'est comme l'essence de mon podcast, dans mes débuts, de revenir dans le bien-être, dans le fitness. Fait qu'aujourd'hui, tu viens nous parler des 7 commandements, des 7 choses Ouais. qui vont aider quelqu'un à se mettre en shape physiquement et mentalement. Exactement. Oui, totalement. Fait qu'avant de commencer, peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Absolument. Donc, je m'appelle Nicolas Payette, je suis kinésiologue entraîneur essentiellement. Je suis aussi étudiant en naturopathie. Ça doit faire une dizaine d'années que je suis dans le domaine du fitness en termes d'entraînement. J'ai commencé l'entraînement à 17 ans. Dans le fond, j'étais un jeune en surpoids qui manquait de confiance en lui, qui voulait justement reprendre le dessus sur sa vie, qui voyait bien que où est-ce que je m'en allais, ça faisait comme pas de sens. Tu sais, j'avais pas de but précis dans la vie, j'avais pas d'énergie, j'étais tout le temps fatigué, j'étais très, on va dire, dépendant aux jeux vidéo et tout ça. Puis j'ai commencé à m'entraîner, je me suis pris un entraîneur, j'ai commencé à perdre du poids, j'ai recommencé à gagner en confiance en moi, puis j'étais comme wow, le fait d'avoir un support, c'est incroyable, ce sentiment-là, comment je me sentais. Fait que j'ai fait, hey, je veux devenir entraîneur. Je regardais c'était quoi les avenues qui pouvaient se faire avec le cégep, l'université. La profession de kinésiologue, c'est ce qui ressemblait le plus dans l'entraînement en elle-même. Donc, j'étais allé étudier en kinésiologie. Ça doit faire peut-être 3 ans que j'ai complété le bac. Ça doit faire plus de 6 ans que je suis entraîneur en lui-même. J'ai commencé chez Nautilus Plus, j'ai travaillé un petit peu chez Quantum, je suis retourné chez Nautilus, j'ai travaillé dans les shops santé aussi en partant à mon compte après ça. Puis là maintenant, je suis à mon compte au Tech Gym de Terrebonne pour ceux qui me voient ou pour ceux qui me connaissent en soi. Fait que je suis avec Body Mechanics slash à mon compte avec Francis Thibodeau qui est un de mes meilleurs chums, un de mes mentors aussi. Fait que ça ressemble pas mal à ça, mon parcours, très très rapidement évidemment, Ouais. là, mais on est parti d'un jeune de 17 ans qui était en surpoids, qui voulait être en shape, à un gars qui est en shape maintenant et qui Très veut en shape, aider ben les oui. autres. En tout cas, de façon, je pense que je suis en shape, Oui, là. oui. C'est pas pour me vanter et tout ça, mais je pense que je suis en shape, fait qui veut aider aussi les autres à reprendre le contrôle sur leur vie, améliorer leur bien-être, améliorer leur mindset. Tu sais, beaucoup, tu parlais de bien-être physique et mental. Ça passe beaucoup par là. La psychologie est super importante, le développement personnel est super important. Fait que je veux aider les gens autant à se développer personnellement que dans leur vie, dans leur santé, dans leur énergie, etc. Fait que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour te parler de ça. Yes, Ouais. bon, on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Parce que le titre du podcast va être ça, justement, les 7 commandements. Fait que quelqu'un qui ne connaît pas, qui va juste voir ça, va vouloir cliquer, Ouais. ou se remettre en shape, ou se mettre les idées claires. Fait que si on commence maintenant avec le premier point, qui est entraîne-toi fort. Peux-tu me dire pour toi, c'est quoi s'entraîner fort dans le gym? Ouais, ben s'entraîner fort essentiellement, là, c'est vraiment ce qu'on appelle l'échec musculaire en tant que tel. Tu sais, on parle beaucoup de la science de gérer la fatigue ou d'optimiser les exercices ou optimiser les plans d'entraînement. Tout ça, c'est vrai dans un sens, mais à la base de ça, c'est ton corps s'adapte à un stimulus que tu vas donner. Il doit avoir une raison de prendre la masse musculaire, il doit avoir une raison de gagner en force, il doit avoir une raison d'améliorer son VO2 max. Donc, de l'amener dans cette zone-là, qui est le fait de, Chris, s'entraîner fort à la base, d'aller à l'échec, d'aller à une certaine forme de fatigue puis d'épuisement, ben c'est là qu'il va y avoir une augmentation de la synthèse de protéines. C'est là qu'il va y avoir une adaptation de votre système nerveux pour gagner en force. Fait que si le corps n'a pas de raison de s'adapter, s'il n'y a pas une forme de hey, je me suis entraîné vraiment fort, ben il le fera jamais. Il va jamais gagner en masse musculaire. Fait qu'à la base de tout ça, va dans le gym puis entraîne-toi fort. Puis il y avait des études là-dessus qui avaient fait sur ça ressemblait à quoi le nombre de personnes qui sous-estimaient leur charge ou qui s'entraînaient peut-être pas assez fort. Puis ce qu'ils s'étaient rendu compte, c'est, je pense qu'il avait testé sur une vingtaine de personnes. Il avait demandé aux gens d'estimer leur 10 RM au bench press. Puis après ça, ben, avec l'estimation qu'il avait faite, il était comme OK, ben maintenant on va le faire. Puis on va voir jusqu'à où vous vous rendez sur les 10 RM. Puis environ 80% des gens étaient capables de faire plus que leur 10 RM. Puis il y avait des gens comme qui faisaient jusqu'à 23 reps. Fait que tu sais, sous-estimer ton 10 RM là, à côté, t'es comme, hey, 10 RM, by the way, c'est le nombre de répétitions maximales qu'on peut faire étant 10. Quand t'es rendu à 23, là, je pense que tu l'as sous-estimé en masse, ton 10 RM. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'entraînent pas assez fort. Puis il y a beaucoup de gens que je remets dans le gym. La majorité du temps, ça va être un peu les filles. Je sais pas pourquoi les femmes ont peut-être moins tendance à vouloir se dépasser ou peut-être ils ont la croyance que s'ils vont s'entraîner trop fort, ils vont devenir extrêmement bulky. Ce qui n'est pas le cas parce que j'essaie de faire de mon mieux pour être le plus gros possible. Puis il y a une limite à ça, bien évidemment. Là, fait que les femmes, vous êtes encore moins en danger de ça. Mais c'est ça, c'est que les gens ne s'entraînent vraiment pas assez fort. Puis quand ils vont à l'échec, il y a beaucoup de gens que je vois dans le gym qui ont encore 5-6 reps dans le tank. Puis à 5-6 reps dans le tank,
t'es loin d'atteindre l'échec musculaire, puis t'es loin d'atteindre le niveau de hey, j'ai maximisé mon recrutement de fibres avec le maximum de tension et donc m'amener à une adaptation positive en masse musculaire. C'est pas parce que tu vas pas à l'échec, by the way, que tu peux pas avoir des gains en masse musculaire, tu vas en avoir quand même, surtout si t'es très très proche de l'échec, mais c'est sûr que si t'es encore capable de faire 6, 8, 10 reps de plus à ta dernière série, ben non, là, tu vas jamais gagner en masse musculaire, c'est impossible. Fait, à la base de tout ça, peu importe le workout que tu fais, peu importe le style d'activité que tu vas faire, que ce soit en course ou whatever, si tu vas pas t'entraîner fort, si tu vas pas te donner à 100% dans ça, ton corps va jamais s'adapter. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas un stimuli externe, ou il n'y a pas des stimuli plutôt externes pour donner une adaptation. Tu sais, quelqu'un qui va te dire « Ouais, mais si je m'entraîne toujours fort, je peux faire de la surentraînement. » Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Ben ça, c'est toujours d'évaluer justement ta capacité à récupérer. Hein. Tu veux toujours t'entraîner soit égal ou en dessous de ta capacité à récupérer. Tu ne veux pas matcher la récupération à l'entraînement, tu veux matcher l'entraînement à ce que tu es capable de récupérer ou de tolérer. C'est vrai, mais pour de vrai, le nombre de gens qui sont en surentraînement, là, c'est extrêmement faible. Les gens vont être plus dans une sous-récupération par rapport à leur mode de vie, c'est-à-dire qu'ils vont pas dormir assez, ils vont pas manger assez, ils vont être surstressés, ils vont manger des aliments qui sont pro-inflammatoires, qui vont avoir beaucoup de stress oxydatif. Mais les gens qui sont en surentraînement, ils s'entraînent 3-4 fois par jour, mettons, ou ils vont s'entraîner 7 fois par semaine, ils vont faire beaucoup d'activités physiques. C'est extrêmement rare, puis je pense que les gens aussi sous-estiment énormément la capacité du corps à s'adapter. Ça peut m'arriver dans mon bureau de voir des gens qui vont se surentraîner, mais ça va être peut-être un client sur 10, genre. C'est très rare, fait que les gens se minimisent beaucoup, là. Ils sous-estiment beaucoup, fait que oui, ça peut arriver, mais c'est bien rare que ça arrive, mettons, là. Mais c'est tout le monde qu'il faut qu'il fasse ça, mettons... Tu as une nouvelle cliente, un nouveau client qui rentre, c'est un mec comme entraîner de sa vie. Est-ce que toi, tu suggères d'aller à l'échec dès le début ou juste d'avoir une période d'adaptation de est-ce quoi? Commence, va voir les machines, tourne en rond, bouge. Très bonne question. Puis, rendu à un certain point, tu peux commencer à penser à ça. Exact, ouais. Là, c'est là qu'on évalue justement la tolérance au client au niveau du volume, au niveau de l'intensité. Au début, c'est rare que je vais donner de l'échec musculaire parce que simplement le fait de s'entraîner, de développer des nouveaux mouvements, des nouvelles machines dans un nouvel environnement, même que la personne ne s'est jamais entraînée de sa vie, tout dépendant de la condition physique de mon client. C'est-à-dire que quelqu'un qui est, mettons, en surpoids, qui a beaucoup de fatigue, qui est extrêmement stressé, qui dort pas beaucoup, qui a tellement de choses à faire dans son mode de vie, ben je vais peut-être y donner genre 2 à 3 entraînements par semaine, maximiser la marche, tu sais, des activités qui sont comme sous-maximales dans un sens, juste pour améliorer le VO2 max, puis améliorer la condition physique en elle-même, et à ce moment-là aussi améliorer la récupération. Et tranquillement, à travers l'adaptation du fait de j'apprends des nouveaux mouvements, j'apprends des nouvelles machines, j'appréhende aussi un nouvel environnement et tout ça, là, on va commencer à intégrer le principe d'échec musculaire. Mais avant ça, il va y avoir énormément de résultats parce que tu n'as pas besoin tant que ça d'aller à l'échec pour développer la masse musculaire, surtout si tu es un débutant, quelqu'un qui s'est jamais entraîné. Juste récupérer des dumbbells puis commencer à faire des mouvements, tu vas être extrêmement raqué par le principe d'apprentissage et tout ça. Fait que tu n'auras pas besoin d'aller à l'échec à ce moment-là. Maintenant, j'ai un nouveau client qui s'est peut-être déjà entraîné il y a 10 ans, puis il s'est entraîné pendant 10 ans, puis c'est quelqu'un qui est déjà, mettons, super en forme, qui n'a pas un mode de vie qui est extrêmement stressant, qui dort bien, qui mange bien déjà à la base. Ben lui, je vais peut-être être capable de lui donner un petit peu plus de fréquence d'entraînement. Je vais peut-être être capable de lui donner un petit peu plus de volume parce que je sais que sa capacité à récupérer est beaucoup plus intéressante ou beaucoup plus optimale que mon client qui s'est jamais entraîné, qui n'a jamais fait d'activité physique, qui n'a jamais été sédentaire. Fait que ça, évidemment, tu veux le matcher à tout le monde, mais est-ce que quand tu commences l'entraînement, tu devrais absolument aller à l'échec musculaire? Non. De toute manière, les gens n'ont pas la tolérance à cet effort-là, surtout au niveau du principe de seuil de lactate. Les gens vont lâcher avant même d'arriver à l'échec musculaire parce que c'est extrêmement difficile pour eux. Puis c'est correct parce que leur système nerveux, il sait pas c'est quoi, là. Ils sont pas capables encore de le tolérer à 100%. Fait qu'à travers le temps, à travers l'adaptation de juste rentrer dans le gym, de s'entraîner, les gens en eux-mêmes vont augmenter leur charge puis vont aller tranquillement vers l'échec. Mais dans les 3-4 premiers mois d'entraînement, si t'es un débutant, je ne pense pas qu'il y ait une utilité à aller à l'échec parce que de toute manière, ton système nerveux ne te laissera même pas aller dans cette zone d'intensité-là. Ce podcast est commandité par Shop Santé, meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors, si tu as besoin de protéines, créatine, pré-workout, n'importe quel supplément, la place où aller, c'est Shop Santé. Alors, si tu veux un petit rabais de 10%, rentre le code dopamine avec 2i sur le magasin en ligne ou rends-toi tout simplement au comptoir, tu dis dopamine
et ils vont vous donner le rabais. Alors, tu sais quoi faire? De retour sur le podcast. Là, une question que j'avais pas mis là-dessus, mais c'est pas. Vas-y, ben oui. Dans le fond, le monde, des fois, sont pas certains de c'est quoi le meilleur split possible. C'est muscle par muscle, haut du corps, bas du corps, pull, leg, admettons cette affaire-là. Toi, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça pour quelqu'un qui commence et pour quelqu'un, mettons, tu sais, il y a beaucoup de monde qui s'entraîne pour être beau tout nu. On a la vérité, Ouais, exact. Ouais. Fait que c'est quoi pour toi le meilleur split possible pour quelqu'un qui commence, puis quelqu'un de normal qui s'entraîne pour être en shape, disons? Le meilleur split possible en termes d'entraînement, ça va être celui où tu es capable de rentrer 2 à 3 fréquences de groupes musculaires par semaine. 3 n'étant pas forcément plus intéressant au niveau de la synthèse de protéines que 2 fois, mais 2 fois étant vraiment la chose la plus optimale. Fait que quelqu'un qui va s'entraîner entre 3 et 4 fois par semaine, les meilleurs splits, ça va être soit upper-lower, soit un push-pull modifié où ce que c'est, mettons, chaîne avant, chaîne arrière, chaîne avant, chaîne arrière. Fait que le chest il est 2 fois, le dos est 2 fois et tout ça. Ou quelqu'un qui va s'entraîner 3 fois semaine, ça peut être 3 fois du full body ou un full body avec upper-lower ou un full body avec push-pull essentiellement. Justement parce que le but, c'est une fois qu'il y a un effet de fatigue ou une fois qu'il y a un stimuli, la synthèse de protéines, elle est augmentée durant les 24 à 48 premières heures. Elle va redescendre en tant que telle. Donc à ce moment-là, une fois qu'elle est redescendue, ben, de renvoyer un stimuli, fait que de refaire une deuxième journée de haut de corps ou une deuxième journée de full body ou peu importe. À ce moment-là, on va respiker la synthèse de protéines, elle va redropper. Fait que la raison pourquoi le corps synthétise la protéine, c'est qu'il y a un stresseur externe qui est ton entraînement à ce moment-là. Fait que si tu la spikes, tu la redroppes après la récupération, après le fait de ne pas t'entraîner encore ce groupe musculaire-là, de le re-hit une deuxième fois dans ta semaine, c'est ce qui va être le plus optimal ou c'est ce qui semble dans la littérature être le plus optimal. Maintenant, quelqu'un qui commence à s'entraîner, moi j'irai avec le split qui a le plus de fun. Maximiser l'adhérence à l'entraînement pour l'instant. Peu importe ce que tu vas faire dans le gym, va t'amener des résultats parce que tu t'es jamais entraîné. Fait que c'est clair qu'il va y avoir une adaptation par rapport à ça. Fait que si pour quelqu'un qui commence l'entraînement, c'est 2 full body par semaine qui aime, ben, qui aille avec ça. Si c'est du upper lower, qui aille avec ça. Si c'est un bro split 5 fois par semaine. C'est sûr que si t'es débutant, 5 fois par semaine, tu risques de trouver ça rough en tabarnouche, ton workout. Là. Tu risques de peut-être pas aimer autant le gym parce que tu vas être extrêmement raqué et extrêmement épuisé au niveau de ton système nerveux. Mais le meilleur split pour le débutant, ça va être celui qui va aimer le mieux et qui va lui permettre d'avoir de l'adhérence au début au début de l'inscription du gym, peu importe, au début de son aventure si on veut, et après ça peut-être changer le split pour un split qui va être légèrement plus optimal, mais dans la majorité du temps, upper lower, full body, c'est vraiment les splits avec lesquels je vais travailler le plus, mettons avec mes clients, que ce soit débutants, intermédiaires, avancés, parce qu'au final, tu veux rajouter de la fréquence, puis après ça, le volume au niveau des séries, tout ça, ben là, ça, c'est un autre sujet, on rentre dans la théorie en tant que telle directement de ça, puis la tolérance au volume des gens. Le nombre de séries, le nombre de reps et tout va varier d'un client à l'autre, de sa tolérance, de sa force d'entraînement, etc., etc. Mais ouais, upper lower, full body, 3 fois ou du push-pull. Moi, c'est ce que j'aime le plus. En haut de 4 à 5 fois par semaine d'entraînement, là, c'est rare que je donne 5 entraînements par semaine, honnêtement. La 5e journée, ça va être soit du cardio, juste parce que c'est important de faire du cardio pour la santé, la longévité, pour la perte de gras, pour la récupération, pour mille et une raisons. Là. Pour le monde qui dit, surtout les débutants qui n'ont pas le temps de s'entraîner, disons, qui n'ont pas le temps, blablabla, toi, c'est quoi, tu dis, mettons, la durée idéale d'un entraînement? Écoute, n'importe quel entraînement peut être efficace entre, mettons, 30 à 60 minutes, tout dépendant de ton objectif, tout dépendant du nombre d'exercices que tu veux faire. Un workout en haut d'une heure, c'est un workout qui est, selon moi, inefficace. Parce qu'après une heure d'entraînement, là, ton système nerveux il est taxé, il est surchargé. Ta capacité à recruter des fibres rapides, qui sont, mettons, les fibres musculaires qui ont le plus de potentiel à grossir, diminue à travers l'entraînement. Et donc, le volume que tu vas faire sur les groupes musculaires ou sur les exercices, mais ça va être des fibres qui sont lentes, qu'on appelle. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas vraiment de potentiel à grossir. Puis, c'est un principe de junk volume. Fait qu'on rajoute du volume, sans pour autant que ce volume-là ait un impact positif sur la synthèse de protéines, sur le gain en masse musculaire. Fait qu'en haut d'une heure, là, c'est bien rare que... En fait, si tu es capable de t'entraîner en haut d'une heure, soit le début de ton entraînement, tu t'es pas entraîné assez efficacement, soit à la fin, tu fais du junk volume, puis ça va juste nuire à ta capacité de récupérer, selon moi.
Évidemment, il y a des gars qui vont être capables de s'entraîner 1 heure et demie de temps parce qu'ils vont prendre des stéroïdes anabolisants, qui vont prendre des choses qui vont accentuer leur récupération. 3 scoops de pré-workout. Genre, exact. Mais ça, again, c'est un facteur qui va nuire à la récupération parce que c'est beaucoup de stimulants. Mais pour vrai, moi, j'ai vu des gars, mettons, sur Instagram, poster leur workout, leur Apple Watch, 1h45 de leg day. Je suis comme, man, viens faire un leg day avec moi. Après 50 minutes, t'es en train de vomir. Comme pour de vrai. Là. Après 50 minutes, t'es écœuré. Là. Puis je pense que je peux vraiment affirmer ou affirmer que les gens qui s'entraînent en haut d'une heure s'entraînent soit pas assez fort au début, soit juste à la fin, c'est purement du junk volume. Là. Fait qu'entre 30 et 60 minutes d'entraînement en résistance, c'est pas mal l'idéal. Yes, on va tomber au point numéro 2, Ouais. qui est peut-être le point que le monde a le plus de misère, puis que le monde, des fois, ils pensent qu'ils se connaissent, mais dans le fond, ils se connaissent pas vraiment. L'alimentation. Ouais. Fait que peux-tu nous dire un peu, pour toi, c'est quoi l'alimentation qui est idéale? Est-ce que tu crois au 80-20, au calories in, calories out? Puis est-ce que c'est tout le monde qui devrait faire ça, calories in, calories out? Ou c'est vraiment quand vraiment tu es en compétition ou des choses de même, mettons? Calories in, calories out, c'est sûr que c'est un principe de thermodynamique, là, c'est-à-dire qu'il faut que tu manges moins puis que tu dépenses plus d'énergie pour la perte de gras en général. Fait que ça, c'est sûr que j'y crois, mais le calorie in, calorie out, l'adaptation métabolique, elle est extrêmement forte. Surtout chez les monsieur, madame, tout le monde. C'est un principe qui va être très, 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 très précis chez les athlètes parce que les autres vont jamais changer leur mode de vie ou en tout cas très, très peu, là, vraiment les athlètes de haut niveau. Mais en général, le calorie in, calorie out, oui, il fonctionne, mais si d'un client à l'autre, ça va dépendre. D'un cheat à l'autre, ça va dépendre. D'une journée à l'autre, l'adaptation métabolique peut être différente. Ton métabolisme peut être plus lent, là, entre guillemets, si tu manques de sommeil parce qu'il y a un impact sur les hormones sexuelles, sur le cortisol, sur la sensibilité à l'insuline, sur les hormones thyroïdiennes et tout ça, sur le principe de fatigue, sur le fait que tu risques d'aller peut-être moins dépenser d'énergie aussi dans ta dépense énergétique quotidienne. Fait qu'il y a tout ça à prendre en compte. Maintenant, le plus important, le takeaway overall de bien manger, c'est est-ce que tu as une alimentation qui t'apporte assez de protéines pour récupérer et bien fonctionner au niveau du corps. Est-ce que tu manges beaucoup de fruits? Est-ce que tu manges des légumes? Est-ce que tu minimises le plus possible les aliments transformés? Le 80-20, moi, j'y crois aussi d'une certaine manière. Tant que ton 20% fait pas en sorte que tu remplis le trou que tu as essayé de creuser dans la semaine. C'est-à-dire que 20%, c'est peut-être 1, 2 ou 3 repas dans ta semaine, oui. Sauf que si tes 3 repas, c'est une pizza extra large, mettons, avec des frites, ton deuxième repas, c'est 2 hamburgers avec un sac de chips au complet. Puis ton troisième pizza, ton troisième repas, c'est genre 12 biscuits avec de la crème glacée. Ben oui, t'es à 80-20, mais l'excédent de calories, il est flagrant. Mais ton 20, il t'amène bien trop haut, là, fait que ça fait comme pas de sens. Je pense que quand t'es pas dans un aspect de compétition, de bodybuilding, de photoshoot, des affaires la même, t'as pas besoin d'avoir une restriction ultime, d'avoir un plan que t'es obligé de suivre à 100%. Mais c'est sûr que plus tu es le proche du 80, 85, 90, 95, moins tu déroges en général, meilleurs vont être tes résultats. Fait qu'à ce moment-là, c'est de t'assurer que dans le 80 et plus de ce que tu vas manger, c'est des choses que tu aimes manger puis ça te fait plaisir de manger au quotidien puis que tu as hâte de manger. Ça, c'est clair que ça va déjà être un principe qui va maximiser l'adhérence alimentaire. La deuxième chose, c'est de regarder pourquoi tu vas aller déroger, pourquoi tu vas aller dans ton 20%. Est-ce que les raisons, c'est des coping mécanismes au niveau émotionnel, que tu fais des émotions, que tu cherches du réconfort toujours avec l'alimentation? Oui. OK, on va essayer de travailler sur ta psychologie puis faire en sorte de comprendre pourquoi tu as envie de grignoter, pourquoi tu as envie de manger. C'est quoi les émotions que tu fuis ou les situations stressantes que tu fuis avec ça? Est-ce que c'est parce que tu t'en vas en date avec ta blonde puis vous allez souper au resto? Oui, OK, ben là, ça, c'est une situation qui apporte. Tu n'es pas en train d'éviter une émotion négative ou d'avoir un coping mécanisme avec l'alimentation. Tu es en train de enjoy un bon moment, puis ça, je suis d'accord à 100% d'aller là. Puis généralement, quand ce genre de souper-là arrive, c'est meilleur que le monde va se claquer des cheats énormes, tu sais, genre s'ils vont en date avec leur blonde ou peu importe, ou leur chum, peu importe le sexe que vous avez, ou le genre, excusez, le genre que vous avez, mais on va faire attention avec ça. Mais c'est ça. Fait que pour de vrai, plus t'es proche de ton 100%, meilleurs vont être tes résultats. T'as pas besoin d'être à 100% tout le temps, sauf si tu fais une compétition de bodybuilding ou un photoshoot. Mais c'est clair que d'avoir une alimentation qui est équilibrée, riche en protéines, riche en fruits, légumes, riche en fibres, justement, avec des carbs qui sont plus complexes en général, avec des bons gras, que ce soit des noix, de l'huile d'olive, des avocats, des olives en général, des barres de noix, des choses comme ça. Ben là, à ce moment-là, l'équilibre va être là, puis tu vas améliorer autant ta santé, ta capacité à récupérer, ta capacité à performer aussi dans le gym, et donc tes résultats, que ce soit bâtir la masse musculaire ou perdre du gras, là. Permettez-moi de vous présenter mon deuxième partenaire, NIH Supplément, compagnie de produits santé de haute gamme. Que ce soit pour votre digestion,
votre stress, le sommeil ou juste votre santé en général, NIH est la solution pour vous. Dans mon cas, j'utilise NIH à tous les jours, surtout ces 3 produits ici. Pour mon sommeil, je dors comme un bébé à chaque soir. Alors, vous pouvez retrouver les produits NIH chez Shop Santé, évidemment avec le même code dopamine avec 2 De retour sur le podcast. Mais moi, qu'est-ce que je pense qu'il faut calculer un peu ces calories, parce que souvent le monde néglige le nombre de protéines qu'il y a dans leur corps, tu sais. Puis c'est ça que moi que je dis au monde que je connais, je dis écoute, tu sais, là tu manges bien, mais peut-être tu manges pas assez ou tu manges trop, puis même des fois le monde mange pas assez. Ouais. Tu sais, le monde pense qu'une diète, faut que tu coupes tout, mais c'est pas nécessairement vrai. Fait que qu'est-ce que tu peux dire par rapport au nombre de grammes de protéines qu'il faudrait consommer et aussi les calories de la restriction que tu te donnes, disons, par rapport à ça, là. Le nombre de grammes de protéines, mettons, qu'on va regarder chez les gens, ça risque de tourner entre 0,8 grammes à 1,4 grammes par livre de poids de corps, tout dépendant de est-ce que vous êtes plus en cut, vous êtes plus en bulk, ou c'est quoi les objectifs, ou on oublie souvent là, l'aspect de c'est quoi j'aime manger. Moi, j'aime ça manger des protéines. Ok, cool, tu peux en manger plus, c'est pas dangereux pour les reins de manger 1,4 grammes ou 1,6 grammes par livre de poids de corps. C'est pas forcément nécessaire, mais moi j'aime manger de la viande. Ok, good, tu peux y aller aussi avec ça. Il y a le principe de le plaisir, là. Faut qu'il soit là. Le plaisir à l'entraînement, le plaisir de bien manger, le plaisir de prendre soin de soi. Si c'est une tâche, si ça fait toujours chier de bien manger, puis ça fait toujours chier d'être entraîné, tu le feras pas pendant 5 ans. C'est impossible. Ça, à la base, il y a cet aspect-là aussi, là, avant les macronutriments et tout ça, le plaisir et l'adhérence est hyper importante. Maintenant, entre 0,8 à 1,4 grammes, tu es quand même dans les bonnes zones. Le 1,4 qui n'est pas nécessaire. Généralement, 1,1 gramme par livre de poids de corps, c'est suffisant pour la récupération et bâtir la masse musculaire quand on est plus en zone de maintien ou léger surplus. En déficit, j'aime ça aller chercher un petit peu plus de protéines pour maintenir la qualité de la masse musculaire dans la perte de gras. Après ça, c'était quoi l'autre question? Parce que ça, c'était les protéines, puis... Les calories, disons, c'est ça, les calories. peut-être ta maintenance selon si tu vas en haut ou en bas de ta maintenance. Ouais. Généralement, c'est sûr, pour la perte de gras, tu veux toujours un déficit. Ça, c'est important. À quel point tu vas aller chercher un déficit qui est important? Plus tu crées un gap qui est énorme, là, des diètes à 1000 calories, 1200 calories, c'est pas soutenable. 1, le niveau de faim va monter dans le tapis. 2, l'adaptation métabolique va être extrêmement rapide. Fait que le métabolisme va ralentir en lui-même et donc le déficit va s'adapter à un plus petit déficit. T'es mieux d'y aller avec un déficit qui est soutenable à long terme et qui n'aura pas un impact négatif sur la perte de gras. Fait que tu prends tes calories de maintien, puis tu fais entre moins 250 à moins 500 là, par jour par personne. Puis je trouve que c'est une zone qui est quand même relativement bien. De toute manière, si tu es en gros déficit, tu vas le sentir. Tu vas le sentir au niveau de l'énergie, tu vas le sentir au niveau de la récupération, tu vas le sentir dans tes performances en entraînement, tu vas le sentir dans ton humeur, tu vas le sentir dans tes cravings, tu vas le sentir dans ton sommeil, tu vas le sentir dans ta libido, tu vas le sentir dans... Tu sais, si t'es tout le temps grumpy et tout ça, tu manques un peu de bouffe. Là. Tu peux la monter un peu puis quand même rester en déficit calorique. Maintenant, pour le reste, quand on parle, mettons, de bâtir la masse musculaire, quand on parle de performer, quand on est dans tous les autres objectifs sauf la perte de gras, moi, j'aime mieux me maintenir dans une zone de maintien. Le surplus calorique n'est pas nécessaire pour bâtir la masse musculaire. La raison pourquoi on bâtit la masse musculaire, again, c'est qu'il y a un stimuli externe, il y a un stress externe, l'entraînement. Maintenant, quand on regarde les 4 composants de la déficience de la dépense énergétique, tu as le métabolisme de base, tu as l'activité physique volontaire, tu as l'activité physique involontaire et tu as l'effet thermique des aliments en eux-mêmes. Quand tu veux bâtir la masse musculaire, l'énergie que tu vas dépenser au niveau de l'entraînement, l'énergie que tu vas dépenser au niveau de la récupération, c'est au niveau du métabolisme puis justement de l'activité physique volontaire. Une fois que tu manges autant que ce que, mettons, tu as dépensé dans ta journée, le surplus calorique que tu vas aller chercher, mettons, pour essayer de construire du tissu musculaire, il est pas là. Il est pas là parce qu'il est déjà dans le count-pound du métabolisme de base en lui-même. Fait que si tu manges 300 calories de plus dans ta journée, mais c'est pas 300 calories qui vont aider à construire du tissu musculaire. C'est une énergie excédent. Le métabolisme en lui-même, il est déjà dans le processus de récupération, il est déjà dans le BMR en lui-même. Puis si tu matches cette énergie-là, tu n'auras pas besoin d'avoir un excédent de plus. L'excédent de plus va se storer dans le tissu adipeux. Le tissu adipeux est fait pour stocker de l'énergie en excédent, pour s'assurer que les plats de lipides ou le glucose sanguin il est propre, il est stable et il ne crée pas soit de l'hypoglucotoxicité essentiellement. Mais si tu manges autant que ce que tu as dépensé dans ta journée, fait que les calories de maintien, qui inclut la dépense énergétique de la récupération puis de l'entraînement lui-même, tu vas bâtir de la masse musculaire. Puis tu vas même te permettre
de ne pas prendre de body fat durant ta prise de masse musculaire. Tu vas même t'assurer que tu n'as justement pas un excédent calorique qui t'amène peut-être à avoir un petit peu plus d'inflammation, un petit peu plus de résistance à l'insuline à long terme, puis qui peut à ce moment-là nuire à ta santé, ton bien-être et ta capacité à prendre la masse musculaire parce que justement tu deviens un petit peu plus insensible à l'insuline, tu viens un petit peu plus aromatiser ta testostérone et tout ça. Ça, c'est des concepts plutôt physiologiques qu'on rentrera pas là-dedans aujourd'hui, mais en gros, moi, matcher l'énergie que tu as dépensée au niveau de ton maintien va être suffisant pour bâtir la masse musculaire. L'excédent calorique, le surplus calorique que tu vas avoir n'aide pas à construire du tissu musculaire. Il va juste se storer en body fat parce que c'est là que l'énergie excédent va en général. Puis chez tes clients, disons, c'est quoi l'erreur la plus fréquente? Quand, mettons, tu sais, ils vont arriver puis ils vont se dire, OK, mais moi, je pense que je mange bien. OK, ben vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu manges? Puis ils vont dire, bon, je mange telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais c'est quoi l'erreur la plus fréquente que le monde ne s'en rende pas compte qui store des calories là, mettons, ou qui en manque, mettons? Ils vont sous-estimer énormément l'apport calorique qu'ils ont dans une journée, puis ils vont surestimer énormément la dépense énergétique qu'ils vont avoir dans une journée. Ils savent pas vraiment c'est quoi la quantité d'énergie qu'il y a par repas, whatever, par un biscuit, peu importe, c'est quoi la bouffe, ils vont sous-estimer énormément l'énergie. Tu sais, je peux leur dire, c'est quoi tu penses que c'est combien de calories un biscuit? Ils vont peut-être sortir, ça doit être environ 110, c'est 250. Peut-être tout dépendant de la marque de biscuits, mais autour de 220, 250. Ok, ouais. Je savais pas que c'était autant un bol de chips, tu penses combien? Ben, puis je l'ai mangé 3. Ouais, c'est ça, exactement. C'est peut-être 200, 250. C'est environ 400 à 500 calories. Ok. Fait qu'ils sous-estiment énormément à quel point ils vont manger des calories dans une journée. Fait que, à un moment donné, si tu prends du body fat, c'est parce que tu en manges plus que tu en dépenses. Hein? Je veux dire, le corps ne prendra pas de la graisse sans raison. Faut que tu lui donnes une raison. Puis la raison, c'est que tu as mangé trop que ce que tu as dépensé. Fait qu'il store de l'énergie. Là. C'est tout simple que ça. C'est un mécanisme de défense, c'est un mécanisme de survie. Là. C'est bien normal. Il y a ça, puis l'aspect de c'est quoi bien manger. Hein? D'une personne à l'autre, bien manger, les gens vont dire, moi, je mange bien. Ouais, mais définis-moi c'est quoi bien manger. Puis là, ils te montrent le menu, puis c'est comme, ouais, c'est pas tant bien manger selon, mettons, les réelles valeurs de si tu veux être en shape ou si tu veux aller justement chercher une alimentation qui est haute en protéines, fruits, légumes, peu pauvre en aliments transformés puis diversifiés en général. C'est rare que les gens se retrouvent là-dedans. C'est rare que les gens comprennent aussi c'est quoi vraiment des protéines. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore que le beurre d'arachide, c'est une source de protéines, c'est pas une source de protéines. Le lait, c'est une source de protéines, c'est pas une source de protéines. Il y en a dedans, mais c'est pas une source en elle-même de protéines. Le beurre d'arachide, c'est une source de gras. Puis les gens viennent s'assiner avec moi, puis je suis comme, non, c'est un gras, là, c'est un gras, puis c'est pas un gras vraiment super optimal. Puis les sources de protéines anyway, dans le beurre d'arachide, c'est des protéines végétales, fait qu'en plus, sont pas tant optimales, puis sont difficiles à digérer. Fait que, gars, on s'entend que le beurre d'arachide, c'est pas des protéines, mais bon, cette croyance-là, elle est encore véhiculée, fait que c'est plus dans, c'est quoi bien manger, ils le savent pas, là. Point numéro 3, sois actif le plus possible, de 8 à 12 000 pas par jour. Mm-hmm. Est-ce que quand tu dis ça, tu inclus, mettons, faire du cardio hors ça, ou quand tu parles d'être actif, c'est en dehors du gym, disons? Ça va être plus en dehors du gym, ouais, exactement. Tu sais, le gym, ça va être 45 à 60 minutes de ta journée. C'est cool, c'est super intéressant pour tous les aspects de la santé, maintenir un bon métabolisme de base, maintenir de la masse musculaire, gagner de la masse musculaire. L'impact sur la santé, il est incroyable au niveau de l'entraînement en résistance. Mais ça reste tout de même 1 heure de ta journée. C'est quoi le reste de la journée que tu vas faire? Tu sais, c'est quoi l'autre 15 heures? Parce que si tu dors 8 heures, il te reste 16 heures dans ta journée, moins 1 heure. Il te reste 15 heures. C'est quoi le reste de ton 15 heures? Est-ce que tu es extrêmement sédentaire? Oui, ben ça va avoir un impact négatif sur ta santé et ta perte de gras. Est-ce que non, au contraire, tu prends le plus d'occasions possible pour être actif, être debout, marcher, etc. Oui, ben ça a un impact positif sur ta santé, ton métabolisme, cardiovasculaire, VO2 max et tout ça. Et ben si tu augmentes ta dépense énergétique, c'est beaucoup plus facile de perdre du gras parce que tu es capable de manger un petit peu plus. Puis il y a un impact aussi sur le contrôle de la satiété et tout ça en étant actif. Il y a des études là-dessus sur la longévité qui montrent que les gens qui, je pense, marchent, mettons, de 4000 pas à 10 000 pas, l'incidence de mortalité est réduite de 50%, tant au niveau de tout ce qui est problème cardio-métabolique, là, fait que tout ce qui est santé cardiovasculaire, tout ce qui est probabilité de mort au niveau du diabète, au niveau des cancers, au niveau de maladies neurodégénératives. L'activité physique, c'est la base de tout. L'être humain est fait et construit pour bouger. Fait que d'être actif, c'est hyper important. Les 8 à 12 000 pas, je les compte généralement à l'extérieur du cardio, puisque le cardio, ça va être comme vraiment 1 heure d'activité physique plus intense. Mais en général, le reste de la journée, essayer de trouver des occasions pour
bouger, être debout, aller marcher dehors, aller marcher après avoir mangé, de travailler avec des standing desks maintenant qui existent, fait que c'est aussi super intéressant pour augmenter la dépense énergétique puis le fait d'être actif, mais ouais, trouver le plus possible des occasions, aller stationner le char plus loin, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, toutes les petites affaires de même vont avoir un impact positif sur votre santé, sur votre dépense énergétique, puis à long terme, ben sur votre perte de gras aussi, là. Yes. Le fameux sommeil. Ouais. Oh, Le ouais. point numéro 4, Ouais. dors bien de 7 à 9 heures. Ouais. Puis ça, c'est une question que j'ai. Qu'est-ce que tu penses du monde qui vont dire, moi, je dors 5 à 6, je suis bien correct avec ça. Parce que moi, avant, j'étais quelqu'un qui dormait pas beaucoup. Puis en vieillissant, justement, je me rends compte que si je dors moins de 7-8 heures, je suis fatigué le lendemain, j'ai l'adrénaline, tout ce qui vient avec. Ouais. Fait que peux-tu me parler du sommeil? Ben, écoute, le sommeil, c'est le facteur le plus crucial pour la perte de gras et la santé générale. Tu sais, comment dire? La chose qui va prédéterminer si quelqu'un va perdre du poids, va perdre de la masse musculaire ou perdre du gras dans son aventure, dans son journey, juste journey en tête, là. Mais c'est le sommeil. C'est le facteur primordial dans tout. Fait que je suis capable déjà de savoir si quelqu'un va avoir des bons résultats ou non. Excuse-moi, tant au niveau de son temps de sommeil que sa qualité de sommeil en tant que tel. Fait que c'est la première chose que je vais essayer de régler. Tu sais, ta question c'était qu'est-ce que tu penses du monde qui dorme 5-6 heures? Il y a assez d'études sur le sommeil pour démontrer que si tu dors en bas de 7 heures, tu manques de sommeil. Tu manques de sommeil. C'est impossible de fonctionner en bas de 6 heures. Oui, il y a des gens qui fonctionnent et qui thrive avec ça puis qui sont vraiment en bonne santé. Mais je te garantis, c'est pas toi. Je te garantis, là, ce n'est pas toi. Là. C'est impossible que ce soit toi. Ça va être des gens comme Arnold Schwarzenegger fonctionnait avec 6 heures de sommeil, puis il était super bon, puis tout ça. Puis ça se peut très bien, là, mais je te garantis que t'es pas l'exception à la règle de avec 6 heures, je fonctionne bien. Maintenant, si à travers ta vie, tu t'es adapté à. Comment dire, tu t'es adapté aux symptômes négatifs d'un manque de sommeil, puis tu sens que tu fonctionnes bien, ça se peut juste que tu t'es adapté à ça. Tu sais, c'est un peu comme le même principe de il y a un bruit dans la pièce. Une fois que tu commences à entendre le bruit, tu le trouves fatigant, mais à un moment donné, ton cerveau s'adapte à entendre ce bruit-là, puis il l'inhibe un peu. Mais du moment que le bruit arrête, tu fais comme « Oh, shit, il y avait autant de sons dans la pièce. Ouais, il y en avait autant. » Ben, c'est un peu le même principe de tu recommences à dormir 7-8 heures, tu fais comme « Oh, ok, ouais, j'étais autant fatigué. Je pensais pas que j'avais aussi peu d'énergie, je pensais pas aussi peu que j'avais peu de concentration, je pensais que je fonctionnais bien. » Non, d'après moi, tu survis. Puis une fois que tu recommences à bien dormir, là, tu fonctionnes mieux. Là, le bruit de fond s'enlève, puis tu te rends compte qu'au final, ah ouais, non, t'étais pas en train de thriver, là. T'étais vraiment juste en train de survivre, là. Fait que les gens qui disent qu'ils fonctionnent bien avec 5-6 heures de sommeil, d'après moi, c'est que ça fait tellement d'années qu'ils dorment de même, qu'ils se sont adaptés à bien fonctionner de même ou qui sentent que ils sentent moins les symptômes négatifs, mais sur l'impact du cerveau, sur l'impact de la physiologie, sur l'impact de leur inflammation, de leur stress oxydatif, de leur tissage adipeux, de tout ça, tu vas le voir, ils sont brûlés, là, tu vas le voir dans leur visage, dans leur énergie, dans leur tolérance au volume en entraînement, dans leur, gestion émotionnelle aussi, dans tout ça, ça va avoir un énorme reflet, là. Mais en bas de 7 heures, tu manques de sommeil, là. Automatiquement, que ce soit sur l'immunité, sur peu importe, tu manques du sommeil à ce moment-là, puis tu augmentes drastiquement les risques de maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives, cancer, diabète et autres, là. Totalement. Là. Puis toi, disons, as-tu une routine à recommander au monde de quoi faire avant le sommeil, les chancelles de côté ou des produits à Bonne question. consommer, disons? Avoir une routine de sommeil pour justement conditionner le cerveau à dire « Hey, on s'en va vers le dodo, on veut créer de la somnolence puis faciliter l'endormissement », super utile. D'une personne à l'autre, ça va vraiment dépendre de ce qui peut être. En général, ce qu'on va recommander, c'est d'éviter le plus possible les activités qui sont stressantes, justement, que ce soit écouter, mettons, des films d'horreur, des affaires la même, scroller sur son cell qui est extrêmement dopaminergique. On veut éviter le plus possible les écrans bleus 1 heure avant le sommeil pour avoir l'impact sur la mélatonine. Mais, mettons, ce qu'on regarde, c'est que regarder la télévision, quelque chose qui va être très relaxante, va avoir un impact positif sur l'endormissement. Fait que c'est pas forcément des fois l'écran bleu en lui-même le problème, ça va être plus ce qu'on va faire sur l'écran bleu. Fait que si on va travailler, ou on va être sur TikTok, ou on va être sur des réseaux sociaux, des affaires la même, là, ça va stimuler la dopamine, là, ça va avoir un impact négatif sur l'endormissement puis le sentiment d'éveil avant le dodo. La lecture peut être super intéressante avant de dormir, mais il y a des gens qui, eux, s'ils livrent des livres, mettons, sur le développement personnel, ça va les primer. Ils vont être comme, hey, ok, j'ai hâte de conquérir la journée de demain. Fait que là, ils s'allument, ils se stimulent, puis au final, ils ont de la difficulté à s'endormir, même s'ils ont fait une activité qui est censée être reposante. Fait que peu importe t'es qui, l'important c'est de te mettre dans un état où tu vas faire une activité qui va être apaisante, tu vas avoir une même routine de sommeil qui va être pareille. Fait que mettons,
commencer à te laver, brosser les dents, des affaires de même, prendre du magnésium. Il y a des suppléments qui existent pour faciliter l'endormissement puis améliorer la qualité de sommeil. Le magnésium étant un de ces exemples-là qui est un excellent supplément pour ça. On parle aussi des fois de glycine, on va parler des fois de microdosage de mélatonine, fait que 1 mg et moins. On peut parler de tout ce qui va être de la camomille, des choses comme ça, des tisanes, ça va être des choses aussi super intéressantes pour ramener au calme. On peut aller chercher des fois manger 1 à 2 heures avant le repas, des carbs, des choses comme ça pour augmenter le niveau de sérotonine puis augmenter le niveau d'effets sédatifs justement. Y a-tu d'autres suppléments qui peuvent être super intéressants? On peut parler de suppléments de GABA, des choses comme ça, qui vont favoriser justement le retour au calme puis l'endormissement. Mais en général, le magnésium, tu te trompes pas. Magnésium, biglycinate, des affaires de même, tu te trompes rarement. Pour faciliter l'endormissement puis avoir une meilleure qualité de sommeil, puis aussi juste avoir une meilleure tolérance au stress puis une moins grande susceptibilité au stress avec le magnésium. Mais ouais, ça va ressembler à ça. Tant que tu as une routine qui est stable, qui est constante, puis qui toi t'amène à être plus au calme puis au ralenti, puis tu sais, sentir que tu commences à somnoler. Là, si tu regardes la TV, tu commences à bailler puis tu cognes les clous. Pas mal le go, là. C'est un bon cue pour aller t'endormir. Vas-y, parce qu'après ça, si tu manques ce train-là, le sentiment d'éveil, il remonte un peu exactement. Puis c'est là que c'est plus difficile d'aller chercher l'endormissement. Fait que si ton corps te dit que t'es fatigué, là, ouais, va te coucher. C'est pas mal un bon signe. Là. Ton point numéro 5 suit pas mal de te reposer et déconnecter, mental, détente, lâcher prise. Ça, c'est par rapport à quoi? Par rapport juste à l'entraînement ou toute ta vie en général? En général, tu sais, vraiment d'avoir un sentiment de purpose, d'avoir un sentiment de bien-être. Tu sais, le sommeil et l'alimentation, c'est un facteur de récupération. Mais pour optimiser cette récupération-là, c'est important de se reposer. Fait que de pas toujours être sur un tonus sympathique qu'on appelle, fait qu'un fight or flight mode au niveau du système nerveux. On veut aussi être capable de se calmer, de se revenir au calme, de se reposer, de revenir sur un rest and digest essentiellement. Fait qu'à ce moment-là, ça va faciliter autant le sommeil, l'endormissement, la qualité du sommeil en lui-même, mais aussi la digestion. La digestion étant un travail ou une activité qui se fait dans un état de calme. Donc, si on digère mieux, on assimile mieux nos nutriments, nos protéines et tout ça, ben, on va mieux récupérer puis on va mieux fonctionner aussi parce qu'on va être capable d'assimiler l'énergie de l'alimentation en elle-même. Mais tu sais, juste le fait de lâcher prise, d'être moins stressé en général, de juste être capable de revenir au calme, déjà tout ça va amener à une meilleure capacité à s'adapter en général, va faire aussi en sorte qu'on va juste mieux aimer la vie, là, de vivre toujours dans un stresseur, toujours vivre sur le go, toujours sur le nerf, c'est pas forcément idéal non plus, fait que de diminuer les niveaux de stress, tu sais, le cortisol, on sait que ça a un impact autant extrêmement positif parce que c'est de l'hormone de l'adaptation, autant que d'être chroniquement stressé, fait que d'avoir un cortisol élevé tout le temps, c'est extrêmement négatif tant sur la longévité, la santé cardio-métabolique, la neurodégénérescence, les hormones en général, que ce soit les hormones au niveau de hormones sexuelles, hormones thyroïdiennes, sensibilité à l'insuline, ça fait le même. Le cortisol à long terme devient problématique sur la santé et sur le bien-être, mais si on est capable de le baisser, de juste revenir au calme, de se reposer, tu sais, de vivre une vie qu'on aime, là, hein, il n'y a pas juste le fitness puis travailler dans la vie, il y a de faire des activités qui te passionnent, il y a de voir des gens que t'aimes, passer du temps de qualité avec des autres, faire des activités justement, quand on parle de passion, tu sais, qui sont apaisantes, qui sont relaxantes et tout ça, c'est hyper important pour être heureux. Puis si t'es heureux, généralement, le reste de aller t'entraîner puis bien manger, ça va être facile. Si t'es malheureux, bien manger, c'est beaucoup plus difficile. T'sais, les cravings sont là, puis les coping mécanismes que je parlais au début par rapport à des émotions négatives et autres vont remonter énormément. Puis quand t'aimes pas la vie, là, manger bien, là, c'est un peu ta dernière priorité, on s'entend. Là. Ouais. Des Pop-Tarts et des Pogos, c'est beaucoup plus intéressant quand t'as juste envie de te gonner. Fait que la capacité de revenir au calme, de se reposer, puis d'avoir un bien-être total parce que tu fais des choses que t'aimes, puis tu te ramènes au repos, ben elle est là, tu sais. Fait que, ça ressemble à ça, ouais. Puis toi, disons, c'est quoi l'exemple que tu peux donner que toi tu fais pour te reposer, disons, pour comme déconnecter, pour que quelqu'un, mettons, qui n'a pas d'idée, puis qui a 1000 projets. C'est très personnel à moi, évidemment, parce que c'est des choses que j'aime faire, mais j'aime autant aller marcher, je vais aller passer du temps avec des amis, je vais aller souper avec des chums, j'aime aller dans des raves, fait que, faire des activités qui sont stimulantes pour moi, qui sont le fun. Moi, ça m'aide à me reposer d'une certaine manière. Je vais faire des Lego, je peux faire du dessin, je vais gamer un peu, tout dépendant des styles de jeux que je vais jouer. Des jeux online, des fois, c'est un peu plus stressant, puis c'est un peu plus stimulant, mais des jeux, mettons, qui sont solo, c'est des choses qui vont m'apaiser, que c'est une histoire et tout ça, puis fait que ça, je trouve ça quand même relativement fun. Je vais faire beaucoup de lectures, je vais aller faire des fois des sports juste pour le fun. C'est toutes des choses qui, moi, me passionnent puis font en sorte que
justement, je décroche, je pense à rien, écouter de la musique, ça c'est quelque chose que j'aime énormément. Mais ouais, ça va ressembler à ça, mes petites activités. Fait que peu importe c'est quoi, tant que l'activité t'amène à un état de calme, de bien-être, de repos, de décrocher des stresseurs externes, fais-la. Puis si c'est une activité que oui, t'aimes, mais justement qui t'amène toujours à être un petit peu plus stressé, les jeux vidéo étant un bon exemple de moi, c'était quelque chose que j'aimais, mais ça m'amenait tout le temps à un niveau de stress supérieur parce qu'au final, l'investissement émotionnel était tellement fort à ce moment-là que ça amenait justement à créer de la frustration, du stress et tout ça. Ben finalement, ça me repose pas tant que ça me stimule, puis ça peut nuire justement au reste de ma récupération à ce moment-là. Là. Ton point numéro 6, qui suit numéro 5 encore une fois, Ouais. d'avoir du plaisir, l'équilibre de vie, les loisirs, Ouais. t'as-tu quoi à ajouter là-dessus? Parce que c'est quand même pas... Non, c'est ça, ça ressemble à. C'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que si t'as pas de fun à bien manger et à t'entraîner, tu vas être incapable de maintenir ça, puis de créer un nouveau mode de vie par rapport à ça. Fait que tu sais, le plaisir de vivre, le plaisir de jouer, le plaisir d'aller s'entraîner, le plaisir de bien manger, tout ça, il est extrêmement important. Comment toi tu vas le trouver? Tout dépendant d'une personne à l'autre, ça va dépendre, mais il n'y a pas de bonne manière d'avoir du plaisir ou de mauvaise manière d'avoir du plaisir. Mais c'est ça, tu sais, d'enjoy la vie, là, tu sais, de comme d'être reconnaissant, puis de trouver qu'on est chanceux de pouvoir vivre, au lieu de dire faut que j'aille m'entraîner, mais dire hey, j'ai la chance d'aller m'entraîner, j'ai la chance d'être en santé, j'ai la chance de ne pas être blessé, j'ai la chance d'avoir un travail qui me permet de m'épanouir, j'ai la chance d'avoir une bonne santé financière, j'ai la chance j'ai la chance de pouvoir bien manger, de pouvoir m'alimenter correctement. Tout ça, c'est des questions de mindset et autres, mais ça amène aussi l'aspect de j'ai beaucoup plus de plaisir à le faire parce que là, c'est plus une tâche, c'est une opportunité, c'est une chance. C'est la même chose, il faut quand même aller au gym, mais si tu y vas avec un effet de hey, j'ai la chance d'aller au gym, de pouvoir bouger mon corps, de pouvoir être en santé versus il faut que j'aille au gym, ça me fait chier. Tu vas avoir le même entraînement, mais à long terme, l'adhérence, elle n'est pas le même. Là. Fait que d'avoir du plaisir dans la vie, puis d'avoir du plaisir dans. Peu importe ce que vous faites, là, du plaisir avec les gens que tu fait que d'arrêter de côtoyer des gens que t'aimes pas, là, ça, déjà à base, je comprends pas côté avec des gens que t'aimes pas, mais le plaisir de côtoyer des gens, le plaisir de travailler, faire un job que t'aimes, qui te passionne, que tu sens que tu peux, tu sais, le principe d'ikigai qu'ils appellent au Japon, là, c'est-à-dire que tu fais de quoi, où est-ce que t'es bon, tu fais de quoi, où est-ce que t'es capable de faire de l'argent, tu fais de quoi, où est-ce que tu vas, c'était quoi l'affaire? Bon, faire de l'argent, qui va aider les autres, puis qui te passionne, ça c'est ton ikigai. Ben si tu fais ça comme travail, tu vas jamais avoir l'impression de travailler, tu vas jamais être vraiment stressé. Fait que tu sais, il y a l'aspect de plaisir dans ça aussi, le plaisir de s'entraîner, le plaisir de bien manger, tout ça, le plaisir émotionnel et autres, il est hyper important pour la gestion de stress, puis juste vouloir vivre. Là. Puis ton point numéro 7, question de dire encore, Ouais. qui est les relations, la qualité de tes relations. Puis tu sais, moi, encore une fois, pour me répéter, je me répète souvent sur mon maudit podcast, mais tu sais, il y a une couple d'années, j'étais dans l'alcool, dans la consommation, fait 3 ans que je suis sub et plus, puis puis c'est rien contre le monde que je me tiens pas avec eux, mais ce monde-là sont encore dans ce mode de vie-là. Puis moi, qu'est-ce que je suis maintenant? Ben, je me tiens avec du monde qui sont comme moi, évidemment. Exact. Fait que pour toi, mettons, comment tu peux expliquer ça, l'importance des relations dans ta discipline, dans ton mode de vie, dans ton vouloir, dans tes projets? Ben, on est toujours le reflet des 5 personnes qui nous entourent le plus. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que si tu tiens dans un environnement où ce que les gens, la norme, c'est justement d'aller sortir, de boire, de consommer de l'alcool, consommer des drogues et tout ça, ben tu risques de te faire extrêmement influencer. On n'aime pas être le mouton noir de quelque chose. Il y a plein d'études là-dessus qui l'ont démontré que par exemple, dans une pièce, si on est 20 puis qu'il y a quelqu'un qui pose une question qui dit 10 plus 10, ça égale à quoi? Puis que tout le monde, 11 personnes avant toi répondent que ça équivaut à 25, même si tu le sais que ça équivaut à 20, les chances que tu dises 25 sont extrêmement fortes. Même si tu le sais là, que c'est 20, la question, c'est 10 plus 10, c'est pas compliqué, là, mais par la norme sociale, pour ne pas vouloir te sortir du lot ou être le mouton noir, être rejeté évidemment, ben tu vas t'adapter au groupe. Fait on est beaucoup plus esclave de notre environnement, des gens qui nous entourent, puis de qu'est-ce qui nous entoure, que le contraire. Fait qu'à ce moment-là, justement, en changeant d'environnement, en ayant des amis qui sont différents, qui ont des passions différentes, qui ont des valeurs différentes, qui vont plus se rapprocher de toi, qu'est-ce que tu veux, ben c'est clair que tu vas thrive dans ça, puis c'est clair que tu vas aller dans ça. T'sais, les gens qui, justement, essaient de changer de comportement, mais que l'environnement, il est pas supportive par rapport à ça, parce que les gens jugent, les gens critiquent, les gens isolent la personne, ben t'es mieux d'aller dans un environnement où ce que le comportement que tu cherches à avoir, le nouveau comportement que tu cherches à avoir, est la norme. À ce moment-là, si tout le monde fait ça, si tout le monde s'entraîne, si tu changes d'environnement, ça va être beaucoup plus facile d'aller au gym et t'entraîner. Si tu es la seule personne dans ton environnement qui mange bien et qui s'entraîne,
ça se peut qu'à long terme, tu lâches parce que la résistance de ça, l'aspect de rejet social est extrêmement fort. Il n'y a aucune douleur plus importante que le rejet social. Tu sais, ta maison pourrait brûler, que ça te fasse moins mal que ton père qui meurt. Tu sais, c'est peut-être pas ton père qui meurt, mais mettons te faire acheter par une fille ou justement une séparation, ben même la mort, tu sais, c'est une forme de deuil, c'est une forme de rejet social, mais le rejet social, c'est la plus grande cause de douleur psychologique en tant que telle. Fait que ouais, d'être tout le temps rejeté, c'est pas le fun. Quand on parle aussi de santé émotionnelle, c'était plus ça mon point, c'était que d'être en paix avec ses émotions, d'être capable de vivre tout ce qui va être relié à la tristesse, la frustration, la colère, mais aussi d'être heureux, tu sais, d'avoir un suivi psychologique, d'avoir un développement personnel, d'avoir un aide dans ça, c'est extrêmement important parce que ça va avoir un lien direct à ta capacité à avoir du changement, puis à suivre un plan alimentaire, puis à suivre un plan d'entraînement. Moi, c'est quelque chose que je preach énormément, puis que c'est quelque chose que, en fait, je dis à mes clients, c'est pour avoir la vie que tu veux, il va falloir que tu fasses le deuil de la vie que tu as en ce moment, il va falloir que tu changes. Tu peux pas espérer un résultat différent sans changer. Fait que ton mindset, il va falloir qu'il change, tes habitudes, il va falloir qu'il change, la personne que tu penses que tu es, il va falloir qu'elle change aussi, l'identité que tu as, il va falloir qu'elle change. Puis ça, tranquillement, tu le fais dans le développement, puis tu le fais dans l'apparition de nouveaux comportements. Il y a l'aspect de fake it till you make it, mais en même temps, plus tu le fais, plus tu dis, moi je suis quelqu'un qui s'entraîne, puis que tu viens valider cette croyance-là avec de l'entraînement, mais rapidement l'identité de je suis quelqu'un qui s'entraîne va arriver. C'est pas vrai parce que tu commences le gym dans un sens, mais c'est pas grave, t'es quelqu'un qui s'entraîne. Et à ce moment-là, avec les preuves sociales du fait que tu vas au gym, rapidement l'identité va rentrer à l'intérieur de toi. C'est un peu le même principe que quelqu'un qui arrête de fumer, puis ça fait 10 ans qu'il fume. Si à partir d'aujourd'hui dit je suis non-fumeur, l'identité du non-fumeur, à force de ne pas fumer, va rentrer. Ça va être beaucoup plus facile d'arrêter de fumer. Mais quelqu'un qui va toujours se considérer comme un ancien fumeur, les chances qu'il retourne fumer sont extrêmement fortes parce que l'identité du fumeur est un peu encore en lui. Mais si tu dis non, moi je suis non-fumeur, ouais, mais tu fumais hier. Non. À partir d'aujourd'hui, je suis non-fumeur. Ça marche de même, ta capacité à arrêter de fumer va être extrêmement bonne. C'est bon pour tout le reste dans la vie. Si tu adoptes une nouvelle identité, faut que tu y ailles. Ça, c'est vrai que tu dis. Écoute, parce que quand j'ai commencé le podcast, j'avais 0 abonnés. Puis moi, dans ma tête, je disais au monde, hey, moi, là, j'ai un méchant gros podcast. Ouais. Le monde est au début. Puis tout le monde me croyait pas. Puis le monde m'encourageait pour être fin. Puis maintenant, je suis rendu avec 2 commentaires dont Shop Santé, NIH Supplément, puis que j'ai 1500 abonnés. Mais je suis la même personne. J'adopte la même mentalité. Totalement, man. Puis je fais juste continuer à dire au monde que j'ai un bon podcast. Exact. Parce que t'es comme dès le début, j'ai dit, hey, moi, mon podcast, il est bon. Je traite mon podcast comme un podcast professionnel. Absolument. Ça marche en bout de ligne pour de vrai. C'est comme un peu faire de la projection positive. Ouais, il y a une forme de projection, il y a une forme de manifestation dans un sens. Ouais. Il y a vraiment une forme aussi de l'identité, puis tu vas appliquer cette manière-là pour être sûr que l'identité existe dans ce sens-là. Mais l'être humain va toujours avoir des comportements qui est volontaire et involontaire avec l'identité qu'il a de lui-même. Fait que quelqu'un, mettons, qui veut adopter une nouvelle diète, mais qui se considère comme un gros mangeur. Excuse-moi, mon Dieu, j'ai des reflux. Quelqu'un qui se considère comme un gros mangeur, ben, ce qui va arriver, c'est qu'il va toujours chercher à avoir un comportement de même parce que c'est ça l'identité qu'il a de lui-même en tant que tel. Fait que c'est clair que si tu adoptes toujours cette identité-là, ben, tu vas toujours avoir un reflet soit direct ou indirectement, ou tu vas avoir des comportements d'auto-sabotage parce que ce que tu fais en ce moment n'est pas aligné avec l'identité que tu as. Mais si tu changes l'identité que tu as en lui-même, les comportements que tu vas essayer d'adopter, s'ils fit dans ça, ben tu vas jamais réellement t'auto-saboter. Ça va être beaucoup plus difficile, mettons. Là, on parle de relations. Je sais qu'une négative, c'est plus personnel, disons. Là. Mais as-tu une relation positive avec quelqu'un qui a fait en sorte que tu es devenu qui tu étais avant, que tu aimais moins à qu'est-ce que tu es devenu maintenant? Es-tu quelqu'un, une rencontre, un mentor, t'es comme n'importe qui, que ça a changé ta vie avec le mindset qu'il y a? Puis juste que cette personne-là t'a changé, mettons. Là. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens de même que j'ai rencontrés dans ma vie qui m'ont aidé à apporter du support, puis m'aider à changer, puis à croire en moi. Notamment, au niveau de mes premiers coachs, c'est eux autres qui m'ont amené la mentalité, puis le développement dans le mindset, puis le vouloir de devenir entraîneur. Si je pense back in the days, là, quand j'étais super jeune, à ma première copine, à ce moment-là, je manquais beaucoup de confiance en moi. Je pensais que j'étais pas capable d'être aimé, puis tout ça. Puis là, il y a quelqu'un dans ma vie qui est rentré, puis qui m'a montré que j'étais capable. Fait que ça m'a aidé énormément à avoir un support de plus dans ma vie, puis qui croyait en moi, puis qui m'a amené à aider à changer. Fait que shout out à elle, on la salue.
Mais tu sais, super bonne personne et tout ça qui a fait partie de ma vie pendant 2 ans. Mes trainers, tous les gens que je croisais aussi dans les formations des mentors de même. Je pense aussi à quand j'ai croisé justement Frank. À ce moment-là, ça a été aussi un point tournant dans ma vie par rapport à mes objectifs professionnels puis personnels dans l'entraînement. Tu sais, encore aujourd'hui, je croise des gens qui m'aident à me développer puis à m'amener à être une personne meilleure puis à me challenger énormément, que ce soit dans mes relations, mettons, amoureuses ou ce que récemment j'étais avec quelqu'un justement qui m'amenait aussi à me challenger puis à me remettre en question par rapport à mes valeurs, à qui je suis, à qu'est-ce que je veux projeter dans le monde puis où est-ce que je veux aller dans, mettons, les 5 prochaines années. Fait que j'ai toujours un peu ce genre de rencontre-là puis j'essaie toujours de maximiser mon environnement, avoir un environnement qui me challenge, qui me stimule, qui m'amène à devenir la version de moi que je veux être en tant que tel. Mais ouais, c'est ça, je pense que ça répond à la question. Ouais. On espère. Fait que là, on a fait les 7 commandements. Ouais. Écoute, il y a la notion fois 1 million là-dedans. C'est un très bon épisode. Merci. Mais avant de terminer, ça fait un bout que je peux parler de ça avec quelqu'un de fitness sur le podcast. Qu'est-ce que tu penses du fitness sur les réseaux sociaux? Je pense que je n'ai parlé il y a 2, 3, 4 mois. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça. Fait que qu'est-ce que tu penses? Parce que toi, tu es quelqu'un qui fait quand même beaucoup de contenu. Ouais. Puis tu fais des vidéos, tu donnes... Exact. Plus de conseils, des affaires de même. Donne des conseils, donne des notions. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu penses des notions données sur le fitness, puis où que toi tu te situes là-dedans, mettons, là? Il y a beaucoup de bons contenus sur Instagram, ça c'est clair. Il y a beaucoup de désinformation aussi sur Instagram, ça c'est clair. Les réseaux sociaux amènent beaucoup de positifs dans ça, mais ils amènent beaucoup de négatifs aussi. Les gens se comparent énormément avec les autres. Il y a le fitness aussi, c'est un environnement qui est, je pense, selon moi, autant extrêmement positif qu'extrêmement toxique. Mettons, on parle des fake natty, des choses comme ça, des gens qui promouvoient le fait qu'ils sont naturels, mais dans le fond, ils sont sur les stéroïdes anabolisants. Fait que c'est impossible d'atteindre leur physique, mais à cause qu'ils disent ça, puis à cause qu'on les croit qu'ils sont naturels, mais ils vont vendre des suppléments, ils vont vendre des programmes, ils vont vendre des affaires de même, qui est un résultat inatteignable, mais ils vont faire de l'argent par rapport à ça. Il y a des gens qui vont poster des photos retouchées, des choses comme ça. Fait que le gars ou la fille sur la photo ne se ressemble même pas en lui-même. Fait que le réseau social, le Instagram et tout ça, c'est vraiment un monde de fausseté, puis de fausses croyances, puis faut pas s'embarquer trop là-dedans. Il y a du positif. Moi, je pense que le fitness aussi, c'est un regroupement de gens qui manquent extrêmement de confiance en eux, Tellement, je trouve. C'est pas juste ça, là, évidemment, le fitness amène beaucoup de positifs, mais moi, je trouve des fois là, qu'il y a l'aspect de les gens se piquent dans le dos, puis les gens ont beaucoup de manque de confiance en soi, puis ils doivent projeter une vie qu'ils n'ont pas réellement ou des connaissances qu'ils n'ont pas réellement. Mais je pense que ça dépend aussi d'où est-ce que tu prends ton information. Je pense que les gens doivent développer du jugement critique par rapport à ce qui se fait sur Instagram, puis par rapport à ce que les gens peuvent raconter de hey, je suis naturel, mais peut-être pas forcément. Là, si t'as deux de QI, t'es capable de comprendre que la personne n'est pas naturelle, puis c'est pas logique d'être gros de même, puis d'être lean de même à l'année, puis d'être naturel dans un sens là. Mais ouais, je pense que mon opinion sur le fitness, moi je regarde pas beaucoup le contenu qui se fait sur le fitness. C'est un super bon groupe de personnes, c'est super intéressant. Faites attention à qui vous suivez puis à l'information que vous propagez, que vous suivez en tant que tel. Développez votre propre jugement critique, posez des questions aux gens quand ils vont affirmer des choses, c'est une bonne affaire. Mais ouais, sinon là pour de vrai, faites attention à ce qui se fait sur le fitness, faites attention à ce qui se propage, mais la communauté du fitness en général, si vous en rejoignez une, ça peut être une extrêmement bonne chose parce que c'est des gens qui peuvent autant se supporter, s'élever, s'encourager dans ça, mais il y a le côté extrêmement toxique aussi de manque de confiance, puis le fait que les gens mentent sur leur prise de stéroïdes, puis le fait que les gens propagent, mettons, des extrêmement grosses croyances ou des grosses valeurs qui sont fausses aussi. Mais ouais, moi je pense que ça ressemble à ça mon opinion sur le fitness. Puis au Québec, il y a beaucoup de gens qui font du contenu super intéressant, super intelligent, qui ont des belles valeurs, qui sont super le fun à côtoyer, puis qui sont super intégrés tout ça. Puis il y a des gens aussi qui sont tout le contraire aussi au Québec, mais ça c'est bon. Je pense dans n'importe quelle communauté, dans n'importe quel pays, on s'entend. Là, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont mauvais en général. Là, mais ouais, ça ressemble à ça mon opinion sur le fitness. Là. Ouais, c'est un très bel épisode. Je suis vraiment content que tu sois venu Merci à toi de aujourd'hui. Pour terminer, as-tu un word of wisdom, quelque chose que tu peux dire, admettons, le côté développement personnel, ou juste, admettons, quelqu'un qui veut commencer un projet, qui sait pas comment s'y prendre, ou juste, admettons, quelqu'un qui en ce moment nous écoute, puis il dit, hey,
je suis 15 livres de trop, je sais pas quoi faire. Par où tu commences? Par où tu commences? Tu sais, genre, donne du pep talk au monde un peu. Là. Ben, les 2 phrases que je pourrais te sortir, c'est attends pas d'être parfait avant de commencer, parce que tu vas jamais commencer. Puis la deuxième chose que je pourrais te dire, c'est la comparaison, c'est de comparison is a thief of joy. Fait que le fait de te comparer, tu vas toujours te voler un peu ton bonheur et ta joie. Arrêtez de vous comparer avec les autres, arrêtez de vous comparer avec comment les gens perdent plus de poids, moins de poids, est-ce que les gens utilisent des Ozempic, utilisent des stéroïdes, on s'en calisse. Focusez sur vous-même, sur la version de la personne que vous voulez être, sur l'évolution que vous avez faite dans les dernières années, les dernières semaines, les derniers mois, peu importe. Puis faites juste commencer. Comment? Mange un peu plus de protéines, va marcher dehors, va t'inscrire au gym, peu importe, commencez, mais attendez pas à ce que les conditions soient parfaites pour commencer parce que vous n'allez jamais commencer. Il n'y a aucune condition qui est parfaite pour commencer. Fait que je pense que mes 2 phrases, ça serait les 2 takeaway points, ça serait ça, là, honnêtement. Ouais? Yes, les 7 commandements. Fait que quelqu'un qui nous écoute, rendu jusqu'à la fin, merci beaucoup. Si vous voulez suivre Nick, Ouais. ça, c'est Sensei Nick Ouais, par en exactement. bas. Sur Instagram, c'est Sensenic baramba BN, fait que S-E-N. Super intéressant, S-E-I. la vidéo, souvent des vidéos que tu fais. Ouais. C'est éducatif en plus. Fait que Exactement. pourquoi pas pour de vrai. De mon côté, j'ai mes 3 comptes Instagram. J'ai Coach Phil avec 2 Dopamine Fitness, Dopamine Podcast, ma chaîne YouTube. J'arrive à 1500 abonnés juste là. Nice. Fait que si t'es abonné, pèse sur le bouton, ça coûte rien, ça fait avancer le projet, ça me rend de bonne humeur. Puis quand je refresh, je vois ça, je suis content. Fait que c'est une bonne affaire. Fait que Nick, merci beaucoup pour Merci t'en à reviens là toi. quand tu veux, man. Merci Fait à qu'à toi de une prochaine. l'invitation. Yes. Allez, ciao tout le monde. Yes.